sois naturel. Si t'es pas toi-même, les gens le sentent. Si t'es trop crispé, les gens le sentent. Si t'es malade, les gens le sentent. Si t'es pas à l'aise avec l'invité, les gens le sentent. Et quand on l'a fait sortir, il était un peu estomaqué. Je pense qu'il a pas bien pris conscience de ce qu'il avait fait. Clairement, s'il faisait la même chose 3 mètres plus loin, il tombait 100 mètres plus bas. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Guilleneuf, cofondateur de l'entreprise de coaching Expert Sport Coaching et animateur du podcast, le Let's Trail Podcast, le LTP pour les intimes. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi le LTP est un podcast non sponsorisé, le problème et même le danger qu'il y a avec le coaching en ligne aujourd'hui, et pour finir, une anecdote sur le Mute et l'un de ses concurrents qui a frôlé la mort. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Nicolas Guilleneuf. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super. Est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît pour démarrer? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas, je suis, marié, papa d'une fille de 15 ans. J'ai 42 ans bientôt. Je suis, passionné de sport, plus particulièrement de trail et d'ultra trail. Je suis aussi, en reconversion professionnelle, donc j'ai lancé mon podcast de trail il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Heu et suite à ce lancement de podcast, ça a été un déclenchement, dans ma vie pour me reconvertir totalement dans le sport et notamment dans le trail, et je suis devenu, coach sportif, en trail. Et donc j'ai tout plaqué pour passer mon diplôme et puis pour faire de cette passion, une vie à part entière. Voilà un petit peu la présentation, et j'habite dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Je pense que mon accent, doit me trahir. Est-ce que je peux te laisser, raconter un petit peu quelle est ton histoire avec le sport et qu'est-ce qui fait que tu t'es pris de passion pour la course à pied et le trail en particulier? Alors, comme beaucoup de trailers de ce milieu, j'ai remarqué, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques années. On est beaucoup, en étant trailer, à pas du tout avoir aimé, courir quand on était jeune, et moi, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que je viens du foot, donc on court, hein, pour jouer au foot, mais on court après quelque chose. On court après un but, un objectif, marquer un but, courir après le ballon, et cetera. C'était ma passion, principalement. Alors j'ai fait plusieurs sports, hein. J'ai fait un peu de tennis, un peu de basket. J'étais pas assez grand, mais j'ai fait un peu de hand aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais le foot, ça a été quand même la grande dominante de ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, jusqu'à, on va dire, 20 ans, 25 ans. Alors tu me diras si je dois m'arrêter à l'enfance et à l'adolescence, mais c'est vrai que la course à pied, et le trail particulièrement, je la rencontre un peu plus tard, à 30 ans à peu près, dans le cadre d'une rencontre avec la personne qui a été mon chef à l'époque où je travaillais du côté d'Aubagne, heu heu, du côté de la Sainte-Baume. Et c'est vrai que c'est lui, que je salue d'ailleurs, Christian, qui m'a fait découvrir le trail et qui m'a emmené en colline la première fois pour découvrir un petit peu les collines alentours. Et c'est de là à la trentaine que c'est devenu une vraie passion. Donc voilà un petit peu le schéma global de ma pratique du sport. OK. Bah, tu vois, ouais, tout comme toi, c'est vrai que moi aussi, avant de vraiment me mettre dedans, j'avais un petit peu cette image de, «Mais c'est quoi ces gens qui courent pour rien?» Et toi, est-ce que tu te rappelles un petit peu finalement le moment où tu as eu le déclic, où tu t'es vraiment pris de passion, où tu as eu le coup de foudre pour ce sport et tu t'es dit: «Ah oui, je comprends en fait pourquoi». Hem, ces premiers moments en colline, avec mon chef, et qui est devenu un ami par la suite, ont été, ouais, je pense un déclic, où j'ai fait le lien entre course à pied, qui à l'époque pour moi était quelque chose de très, ingrat comme sport. Je pratiquais ça dans le cadre des préparations de pré-saison, et cetera. Mais c'est vrai que ce jour-là, la sortie que j'ai fait entre midi et 2 à la pause déj, dans nos collines aubagnaises, c'est vrai que ça a été un vrai moment où je me suis dit, «Mais en fait, la course à pied, c'est pas que souffrir, c'est pas que du béton, ça peut être aussi de la découverte de l'environnement, sentir les odeurs, et cetera». Donc c'est vraiment ce jour-là particulier, hein. Je pense que c'était, au mois de novembre, je me rappelle, mois de novembre
2014, je crois, si j'ai pas non, 2012 peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça a été ce moment-là, précisément où ça a été un vrai coup de foudre immédiat dès la première sortie. J'avais jamais fait ça. Alors on faisait, comme tout le monde, hein, à mon époque, je parle un peu comme si j'étais un vieux là. À mon époque, quand on était jeune, on allait un peu partout, on courait, dans les collines, on faisait un peu ce qu'on voulait, de manière un peu générale, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais j'avais jamais, perçu qu'on pouvait, courir comme ça au milieu de la colline, et profiter de la nature. Et ça a été vraiment ce moment-là où ouais, ça a été un vrai coup de foudre sportif, ouais. OK. Et aujourd'hui, du coup, la pratique du trail, ça occupe un peu quelle place dans ton quotidien? Ah bah là, c'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, je me suis reconverti professionnellement, c'est devenu mon métier. Donc je coach, des clubs de trail, dans la région d'Aix-en-Provence et de Marseille, plus particulièrement d'Aix-en-Provence. Je fais du trail moi-même, de l'ultra, donc c'est quand même, un sport qui demande quand même pas mal de volume d'entraînement. Et puis c'est une véritable passion, donc je passe mon temps à lire des livres, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos YouTube pour sans cesse ben, me faire en sorte d'apprendre, de comprendre, de m'ouvrir l'esprit un petit peu sur les différentes pratiques de coaching, sur les différentes modalités, et cetera. Donc c'est vrai que je vais pas te mentir, si je te dois te donner un pourcentage de ce qu'occupe le trail, la course à pied aujourd'hui dans ma vie, on va pas être loin du 90. Voilà, donc au grand désarroi de ma femme Virginie d'ailleurs, mais elle comprend ma passion et je la remercie d'ailleurs. Voilà. OK. Et aujourd'hui, du coup, en tant que pratique, est-ce que c'est, uniquement quelque chose, qui te sert à te vider la tête, que c'est uniquement un loisir? Ou est-ce que tu as quand même des objectifs de performance derrière? Alors, à la base, effectivement, enfin, si on veut parler d'aujourd'hui, oui, c'est clairement, bon, déjà, mis à part le fait que c'est un métier, hem, donc je passe, un certain temps à pratiquer dans le cadre professionnel, mais c'est vrai qu'à côté de ça, moi, j'ai une vraie passion pour l'ultra trail, pour l'endurance longue. C'est quelque chose que c'est un c'est une excuse pour passer le plus de temps possible dehors, on va dire, pour découvrir des endroits que je connais pas, et cetera. Là, d'ailleurs, j'ai fait récemment, un ultra trail, sur l'île de Madère, donc ça a été aussi une vraie aventure. Après, est-ce qu'on peut parler de performance? Oui, parce qu'à partir du moment où, alors, j'ai pas un niveau de pratique qui est, exceptionnellement élevé, mais à partir du moment où on se dépasse et on va chercher un peu, dans à dépasser ses limites, et cetera, je pense qu'on peut parler de performance. Après, on a tous un niveau de performance à sa juste mesure. Mais oui, aujourd'hui, c'est une approche, basée sur la performance, tout du moins sur le dépassement de soi, sur la découverte de qui je suis, plutôt que sur une performance, chiffrée ou de classement ou quoi que ce soit. J'en ai pas les capacités, physiques. Heu, mais voilà, c'est une approche, sur la performance, on va dire, de l'approche de mon corps, de la compréhension, puis surtout aussi de tout ce qui va avec, c'est-à-dire, une hygiène de vie, faire attention à son hygiène de vie, ce que je faisais pas du tout avant. Et donc voilà, c'est un peu une approche globale de la performance, on va dire, d'un équilibre de vie, de manière générale, quoi. OK. Qu'est-ce qui t'attire dans l'ultra, plus que sur des distances plus courtes? Alors, je pense que génétiquement, on a tous des propensions à être plutôt, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais notamment en ce qui concerne les fibres musculaires, et cetera. Il y en a qui sont dotés, plus génétiquement de fibres lentes, plutôt orientées sur les sports d'endurance, et d'autres plutôt sur les fibres rapides, plutôt orientées sur les sports de vitesse heu, ou dynamiques, quoi, plus dynamiques. Et c'est vrai que moi, j'ai la sensation quand même globalement quand je cours que plus ça s'allonge, plus, les distances sont longues et plus le temps est long, et plus je trouve mon équilibre. Donc, déjà d'une part, je me sens plus à l'aise sur des efforts moins intenses. Je pense avoir des capacités à durer plus longtemps. Ça, c'est l'aspect physique. Et sur l'aspect plus général de l'ultra, j'ai vraiment la sensation que, enfin, moi, je le prends comme ça, c'est un peu une gestion de projet, moi qui étais chef de projet avant dans les télécommunications. C'est un peu la même logique, hein, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif à long terme, heu et là où l'ultra fait la différence, c'est que, j'ai envie de te dire de manière un peu péjorative, mais quand tu as
quand tu as des épreuves plus courtes, par exemple sur des épreuves qui font moins de 2 heures de temps, bah, tu as pas toute cette notion de nutrition, de gestion, de matériel, alors que l'ultra, c'est vraiment, il y a tellement de paramètres dans le cadre de la «performance» entre guillemets, qui rentrent en compte, hein, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a le matériel, il y a la nutrition, il y a la gestion du rythme, il y a la gestion des imprévus, il y a le mental, il y a donc tout ça fait que ça fait de grand, une espèce de grand sac là à l'intérieur où on doit démêler le vrai du faux, se faire sa propre expérience et c'est ça qui m'attire le plus dans l'ultra, c'est, bah, essayer de comprendre les différents paramètres qui peuvent amener à justement à réussir son épreuve, tout en prenant en compte les impondérables qui vont avoir lieu et je pense que c'est vraiment un format de course, un format d'épreuve qui t'amène à vraiment te connaître. On dit souvent de manière un peu rapide que c'est un condensé de vie, un ultra, mais je pense vraiment que c'est le cas. C'est-à-dire que, on passe par des moments d'euphorie, on passe par des moments de très, très durs et moi, c'est ça que je recherche tout en ayant, en tête que l'ultra, c'est quand même un sport qui est exigeant. Moi, je le dis souvent, mais à ceux que je coach, on peut pas considérer réellement que c'est du sport santé. On est passé de l'autre côté de la barrière. Donc il faut en être conscient, il faut être clair avec ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de limiter, de mon point de vue, les épreuves à l'année. Moi, j'en fais qu'une par an. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une approche où, comme je te disais tout à l'heure, ça permet de comprendre qui on est vraiment et c'est aussi le chemin que tu empruntes pour arriver à ton objectif qui est hyper intéressant. Ta construction, ta préparation, qu'est-ce que tu mets dedans, comment tu envisages ta préparation. Donc j'ai la chance d'être accompagné par un coach qui est Thomas Pigois, avec qui on co-construit une préparation à l'année, etc. Donc voilà, pour simplifier, l'ultra, ce que je recherche, c'est la découverte de moi-même et ce mode gestion de projet. Et après, en dernier lieu, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, c'est une excuse aussi pour découvrir des territoires, le plus de territoires possible en, on va dire, le moins de temps possible. Tu vois, c'est un peu ça la logique. OK. Juste pour rebondir sur la notion de sport santé, selon toi, à quel moment est-ce qu'on franchit la barrière? Heu, c'est une question qui est difficile à répondre. Heu, je peux pas te le don je peux pas donner de réponse, avec certitude. Il y a 2 aspects, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te mets dans une logique, de mon point de vue, d'objectif, que ce soit de performance ou d'être finisher ou d'un ultra ou d'un trail long ou d'un événement, d'endurance, je pense que de fait, tu as quand même la majorité des gens qui vont avoir tendance à améliorer leur hygiène de vie. Parce que, après sauf, exception, mais tu vas avoir la majorité des gens qui vont commencer à se renseigner, à comprendre que, l'alcool ça a des impacts sur la santé, sur l'hydratation notamment, que voilà, que la malbouffe ça a un impact sur l'hydratation, sur ta capacité à récupérer. Donc en fait, globalement, je pense que dans la majorité des cas, ça a quand même tendance à améliorer un petit peu l'hygiène de vie des gens. Là où on passe clairement dans, pour moi, ce qui n'est plus du sport santé, c'est quand on augmente, vraiment le volume d'entraînement, quand on passe à des, plus de 10 heures par semaine, par exemple, et puis ou alors qu'on fait une succession d'épreuves longues, sans forcément faire attention à la récupération. Ça, pour moi, c'est plus du sport santé parce que, voilà, quand on le voit, hein, c'est scientifiquement prouvé, quand on fait un ultra, et j'avais parlé avec le docteur Gergelet, avec qui j'avais fait un épisode de podcast sur notamment les dangers des anti-inflammatoires dans le cadre de la pratique des sports d'endurance. Quand on fait une analyse sanguine après un ultra, c'est un peu l'équivalent on retrouve un peu les mêmes taux comment dire, d'inflammation au niveau du sang, de ce qu'on peut retrouver chez les grands accidentés de la route, etc. Donc il y a un vrai impact physiologique, hein. Les ultras, ça crée de la casse musculaire. La casse musculaire, ça crée de l'inflammation au niveau du sang. Et donc on voit qu'il y a un vrai impact sur la santé globale. Et à côté de ça aussi, mis à part le fait de ce qu'on peut constater après les ultras, quand on fait énormément de volume d'entraînement, ça peut aussi engendrer parfois du déficit,
que ce soit calorique, parce que quand on fait énormément de volume, on dépense énormément de calories et souvent on se rend compte que c'est difficile de, de compenser ce déficit calorique. Il y a aussi des problèmes liés à un énorme volume, du coup on va être en carence de certains minéraux, de certaines vitamines, etc. Donc tout ça, ça engendre quand même des problèmes assez importants d'équilibre de santé, d'équilibre hormonal. Et de mon point de vue, là, oui, on n'est pas dans le cadre d'un sport santé, sauf si, de mon point de vue, on se fait accompagner par des analyses de sang qui nous permettent de déterminer si oui ou non on est équilibré, si on n'a pas des carences, etc. Parce que, encore une fois, je le précise, ce dont je viens de parler, ça se limite de mon point de vue à vraiment des gros volumes d'entraînement. Après, si on est sur des volumes d'entraînement, euh, on va dire raisonnables, Heu, je pense qu'il y a pas trop de soucis. OK. J'imagine que ce niveau d'entraînement, il reste quand même, je pense qu'il est quand même variable en fonction des gens. Pour certains, 15 heures d'entraînement par semaine, ça va être la limite. Pour d'autres, ça va peut-être être 10, pour Mmh d'autres mh. 8, pour d'autres 20. Donc Mmh. après, j'imagine que, ouais, c'est à chacun aussi un petit peu de peut-être de jauger, Ouais, quelle est sa tout à fait, propre limite, mais tout à fait. pour terminer sur cette partie-là, quels sont on va dire les enseignements globaux que tu tires du trail et que tu appliques dans ta vie de tous les jours? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est, vraiment cette notion de, gestion des imprévus, capacité à capacité à rebondir après, justement un imprévu, capacité à rebondir, quand on est vraiment mal, voir qu'en fait, Heu, dans un laps de temps très court, hein, on va dire sur des épreuves qui durent, entre 10 et 20 heures, on est capable de passer par des états, qui sont, absolument, paradoxaux et donc de se dire qu'en fait, la vie en gros, globalement, c'est un peu comme un ultra, c'est-à-dire que le corps a une capacité de ressources qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est le premier enseignement que je tire, de ma pratique. C'est clairement ça qui moi, ça m'a clairement changé, hein, la pratique du trail et l'ultra. Ça m'a aussi beaucoup donné confiance en moi. Hem, Ce sont les 2 principaux, éléments que je retiendrai de ma pratique du trail aujourd'hui, ouais. OK. Tu nous as dit que tu étais aussi le créateur d'un podcast, le Let's Trail podcast, que tu as démarré il y a un un petit moment déjà maintenant. Est-ce que tu peux nous dire, comment est né ce projet-là? Alors moi, je suis comme toi, tu vois? J'écoutais beaucoup de podcasts, à l'époque, je crois que c'était il y a ouais, peut-être, 10 ans, j'écoutais déjà des podcasts sur, notamment le foot à l'époque où je m'intéressais au sport, où je m'intéressais encore au sport, à ce sport du moins. Puis après j'ai commencé à écouter des podcasts, plutôt américains, pour parfaire mon anglais, pour aussi apprendre, des histoires de vie, heu, notamment le podcast, de Rich Roll. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, ce sont des podcasts assez connus aux États-Unis que j'écoutais il y a plus de 10 ans et au fur et à mesure, moi j'ai toujours été, assez avec le recul maintenant, je me rends compte que j'ai toujours été assez quelqu'un d'assez créatif. J'avais toujours des idées, heu heu, dans un coin de ma tête. J'ai toujours eu des envies d'entrepreneuriat, j'ai toujours eu des envies de création et en définitive, je me suis mis, au trail. J'ai commencé à regarder un petit peu, à écouter des podcasts de course à pied et de trail. Je me suis rendu compte dans les années ouais, c'était peut-être en 2016-2017 qu'il y avait pas grand-chose et j'ai pris du coup la décision de, pourquoi pas, lancer le mien. Hem, alors sans aucune, idée de comment j'allais faire et cetera. Je t'avoue que j'ai envoyé mes premières invitations à mes invités alors que j'avais absolument pas de matériel. Hem et donc cette idée est venue, comme une espèce de feu intérieur là où je me suis dit: «Il faut absolument que je lance le mien». Je sais pas du tout ce que ça va donner mais pourquoi pas quoi, why not? Et puis en définitive, il s'avère que les quelques invités, j'avais contacté 4 ou 5 personnes, dont, des personnes qui faisaient partie du milieu du trail assez connues à l'époque et qui le sont toujours, hein, Denis Clerc, Zinzin Reporter, Antoine Bonnefiy-Roualet et cetera. Heu et c'est des gens qui m'ont tout de suite répondu «OK». Sauf que le problème, c'est que j'avais pas de j'avais pas de matériel. Donc il a fallu quand même, alors je m'étais quand même un petit peu renseigné sur le matériel qu'il allait falloir acheter et cetera. Mais voilà, ça a été un démarrage un peu,
comment dire? Comme on dit chez nous à la rosebaille quoi, je jette l'idée en l'air et on voit comment ça retombe et puis voilà, c'est comme ça qu'un peu est né le podcast et puis après ça a été le moment aussi de l'annoncer à ma femme pour lui dire: «Je vais lancer, un podcast». Elle me dit: «Un quoi?» Comme à peu près à toutes les personnes que j'ai annoncé, que j'allais lancer mon projet. Il faut savoir qu'en 2017-2018, le podcast, c'était connu par 1 des gens, quoi. C'était absolument pas développé, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà un petit peu l'histoire du lancement du LTP. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent lancer des projets et qui s'attardent justement sur des détails du type, bah, quel est le matériel, qu'est-ce que, sur des questions qui sont pas si essentielles que ça. Et toi, tu as fait l'inverse au final, tu t'es concentré sur l'essentiel et pour le reste, tu t'es dit: «Bon, bah, on verra après», mais et c'est peut-être C'est ça ça, qui a fait le succès au final du projet. c'est ça. Bah, Hem, je me suis dit: «Il faut d'abord que je vérifie s'il y a, si» je savais ce que je voulais monter comme projet. Je voulais faire parler la communauté des trailers et par différents prismes et je me suis dit, bah, déjà la première des choses, c'est est-ce que en tant que kidam, est-ce que je serais, en mesure de recevoir des gens? Avant de mettre tout en œuvre pour faire ce podcast, je me suis dit: «Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité que je sois, pris en compte, par les gens du milieu?» Ça a été le cas, à ma grande surprise. Donc voilà un peu l'idée de départ. OK. En parlant de surprise, au fil de ton parcours dans les années qui ont suivi le lancement, quelles ont été les surprises que tu as eues, que ce soit bonnes ou mauvaises, des choses que tu n'avais pas du tout anticipées mais qui se sont passées? Alors déjà, ça va peut-être faire un peu, manquer d'humilité de dire ça, mais ça a été le démarrage du podcast. Moi, je suis sur une plateforme, française qui diffuse, sur tous les moyens d'écoute de podcast, heu et en fait, on arrive à voir les statistiques, assez rapidement, enfin même immédiatement et j'ai été assez surpris du démarrage. Ça, c'est la première chose qui m'a qui m'a surpris, sachant que je m'étais quand même, bien renseigné avant. Je savais que pour lancer un podcast, il fallait pas lancer qu'un seul épisode. J'avais prévu 4 ou 5 épisodes d'un coup pour notamment remonter dans les algorithmes, des différentes plateformes et cetera, notamment d'Apple Podcast et donc c'est vrai que le démarrage m'a surpris je me rappelle, c'était fin 2019, je crois, heu et ça a été une vraie surprise, quoi. Je me suis dit, «Ah OK, donc il y a une vraie demande». Ça a été la première surprise. Hem et après ça a été, la deuxième surprise, ça a été de me dire: il y a plein de gens qui ont envie de raconter. Enfin, j'ai quasiment jamais eu de refus. J'ai quelques personnes qui m'ont ignoré, mais bon, voilà, elles sont rares. À chaque fois que j'ai systématiquement quand j'ai demandé à quelqu'un d'intervenir sur le podcast, même au tout début où il était absolument pas connu, mais en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient, assez enclins à parler, à partager leur histoire et ça, c'est la deuxième chose qui m'a surpris. Hem et puis après ça a été le succès, mais le succès, entre guillemets, hein, tout est relatif, hein, bien évidemment. Ça a été le succès du podcast en tant que, ça c'est venu plus tard, en tant que média un peu reconnu dans le milieu du trail. On va dire 2, 3, 4 ans plus tard, où je me suis rendu compte en parlant avec les gens du milieu que je côtoyais de plus en plus parce qu'en faisant, tu vas bien le savoir et tu as bien dû commencer à le percevoir. Et quand tu côtoies des gens, d'un milieu particulier, et que tu échanges avec eux, tu commences à connaître de plus en plus de monde, tu te crées une espèce de réseau et en définitive, je me suis rendu compte, 3-4 ans après j'en avais pas réellement conscience, mais que je comptais vraiment dans le milieu du trail running, que j'étais considéré que les émissions que je proposais, elles étaient écoutées par beaucoup de gens. Ça se retranscrivait par les écoutes, hein, qu'on a la possibilité de voir sur la plateforme de diffusion. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est cette considération, ce sérieux et cette crédibilité que je me suis forgé au fur et à mesure, sachant que, ben, voilà, hein, tu lances un podcast, tu es dans ta chambre, tu sais de quoi je parle, hein. Ouais. Tu as absolument aucune prétention et puis, tu te retrouves 3 4 ans après à parler avec des gens, que tu croises, sur les événements ou voilà et qui te disent: «Ouais, ouais, je t'écoute» et puis au fur et à mesure que tu croises les gens: «Ouais, ouais, je t'écoute» et là, ouais, ça c'est vraiment la surprise,
Alors je l'ai senti venir au fur et à mesure, je sentais que voilà, il y avait de plus en plus de considération. Mais là, cette année, l'année dernière notamment à l'UTMB, là où je vais tous les ans pour, qui est un peu le the place to be, au niveau du trail. C'est vrai que là, je me suis rendu compte que, ouais, que le LTP, était assez considéré dans le milieu du trail et ça a été vraiment une agréable surprise. Et enfin la dernière surprise, alors c'est une surprise sans être une surprise parce que c'est quelque chose que j'ai créé, auquel j'ai cru, c'est la et c'est ça, c'est ce à quoi je tiens le plus en fait dans toute cette aventure. C'est la communauté que j'ai réussi à créer, autour de moi. J'ai décidé de lancer une communauté de soutien participatif Patreon, heu, qui en gros c'est une tu dois connaître, hein, mais les auditrices et les auditeurs doivent connaître aussi, ça donne la possibilité aux créateurs de contenu, de monter une communauté, avec du soutien participatif, un peu en mode crowdfunding et derrière tu crées ta communauté, tu donnes des «contreparties» entre guillemets, un peu, qui leur sont réservées et en fait, ça s'est transformé en une espèce d'énorme aventure avec plus de 100 personnes qui me soutiennent. On a créé, des groupes de discussion, on crée des week-ends où on se retrouve tous, et ça c'est à la fois une surprise et à la fois une satisfaction, une fierté, mais c'est vraiment, la chose que je mets le plus en avant dans toute cette histoire. OK. Cette communauté-là, c'est à quel moment que tu as eu envie de la créer? Peut-être, 2 ans après le lancement, ouais, peut-être 1 an et demi, 2 ans après le lancement. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup, moi, quand j'écoutais les podcasts, on entendait toujours Patreon, Patreon et c'est vrai que hem, c'est quelque chose qui a attiré mon oreille parce que j'aime bien le concept, en fait, que ça renvoie. C'est-à-dire que ça, heu, bah, comme tu le sais, comme les auditrices et les auditeurs le savent, le podcast, ça fonctionne quand même beaucoup sur le partenariat publicitaire. Moi, j'ai jamais été très à l'aise avec cette manière de fonctionner, parce que c'est peut-être une erreur de ma part de considérer ça, mais je pense que ça enlève un peu d'indépendance dans l'approche. J'étais pas très à l'aise avec cette relation-là avec les marques et tout. J'ai tenté de faire des propositions aux marques, à partir du moment où j'ai constaté que le podcast avait du succès, ça a pas forcément bien marché et c'est vrai que ça m'a conforté dans l'idée que c'était la façon la plus juste de fonctionner en tant que podcast parce que c'est vrai que c'est du boulot, c'est énormément d'investissement en temps, en énergie et puis, c'est à partir de là, donc en ouais, peut-être 2021-2020 que j'ai décidé de lancer mon Patreon. Heu on en parlait avec ma femme, quand j'ai lancé ça et franchement, on se disait: «Mais ça marchera jamais, quoi. Qui va donner, 3 €, 5 €, 10 € par mois, pour soutenir un podcasteur?» Et on est, 3 ans après, 2-3 ans après, et il y a plus de 100 personnes dans la communauté, c'est un truc on vit un truc de fou, donc c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. OK. Juste un mot sur les partenariats. Tu as dit que tu avais un petit peu essayé, mais que ça avait pas fonctionné, donc c'était dans le cadre de plutôt vidéos sponsorisées, du coup? C'était, Épisodes ouais, sponsorisés, c'était pardon? plutôt sur des é c moi je, encore une fois, je reviens souvent aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein. Le host read, c'est la la, heu, la publicité qui est lue par l'animateur, parce que c'est vrai qu'on peut le dire comme on veut, mais le podcast, c'est un média qui est particulier parce qu'il est hyper incarné par l'animateur ou l'animatrice et donc ça permet, aux marques, qui ont compris. Je pense on n'a pas encore, on n'est pas encore arrivé au moment où toutes les marques ont compris l'intérêt et compris, comment ça fonctionne. Je pense que ça y est, c'est en train de s'accélérer. Mais du coup, moi, j'étais assez touché par la par le host read et c'est vrai que j'ai fait quelques partenariats avec des marques, dont j'étais, assez proche, et je les en remercie d'ailleurs. Mais voilà, j'ai fait une plaquette de présentation alors peut-être que je m'y suis mal pris, hein, en toute transparence, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les retours ont été assez, ou négatifs ou le silence. Donc j'ai essayé, 1 année, 2 années, puis après je me suis dit que ça valait peut-être pas la peine d'insister là-dessus et toujours avec un fond aussi dans mon esprit de me dire que ça me correspondait pas réellement, en fait. Je sais pas pourquoi j'avais toujours cette idée que
le partenariat avec des marques, de ce format-là était pas aligné avec ce que j'étais et que le fonctionnement du soutien participatif était la chose la plus fair, la plus juste et en fait ça s'est confirmé, hein. OK, c'est intéressant, ouais. Hem, Quand tu as lancé ton podcast, du coup, tu travaillais encore à temps plein à côté, j'imagine? C'était vraiment quelque chose, de d'à côté. Mmh. Est-ce que néanmoins il y a eu un moment où, tu as envisagé ou espéré pouvoir vivre un jour de ton podcast? Je c Là pareil, c'est une question qui est assez compliquée. Effectivement, j'ai fait mon podcast au tout début en étant salarié, donc autant te dire que les journées étaient longues. Hem, Parce qu'en plus j'avais un métier qui était assez prenant. J'ai Avec le recul, je ne sais même pas comment j'ai fait pour assumer les 2 aussi longtemps. Je crois que ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai l'impression d'avoir moins de temps maintenant qu'avant. Je sais, enfin, c'est bizarre, c'est particulier. Heu, est-ce que je m'imaginais pouvoir gagner de l'argent avec le podcast? Je vais pas te mentir, oui. À partir du moment où ça a commencé enfin dès le début, puisque ça a assez bien démarré, je me suis, j'avais beaucoup d'ambition avec ce podcast. Je savais pas comment ça allait se transformer pas rentabilité, mais en le fait de gagner de l'argent. Je pensais que ça allait être plus facile que ça, dans le sens où je pensais que les marques allaient être plus, sensibles au projet. Mais c'est vrai que dès le début, j'avais quand même des ambitions de pouvoir faire vivre de mon podcast dès que je l'ai lancé. Bon, avec le recul, je me suis rendu compte quand même que c'est bien plus compliqué que ça. Que, qu'il y en a beaucoup maintenant. Alors moi, je suis quand même arrivé on va dire dans la deuxième vague des podcasteurs, hein. La première vague, c'était les early adopters, les premiers podcasteurs, c'est 2010 et cetera. C'est vraiment, même je crois que c'est même avant. Heu, les Rudy Koya, et cetera. On voit que c'est des gens qui ont eu le nez creux sur cette histoire de podcast. Moi, je suis plutôt parti de la deuxième vague qui a eu lieu entre 2018 et 2020, où là, ça s'est accéléré. Et c'est vrai que, il y avait encore de la place, pour, notamment d'entre elles, il y avait quasiment personne, hein. Il y avait que quelques copains qui étaient podcasteurs, donc j'avais des ambitions. Je me disais: «Oui, si ça fonctionne, il y a pas de raison que les marques soient pas intéressées et que je produise, voilà, vu que je produis du bon contenu, ça va forcément fonctionner». Hem, Avec le recul, après, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. OK, c'est intéressant. Hem, pour ce qui est du contenu podcast en lui-même, qu'est-ce que c'est, un bon podcast, un podcast de qualité pour toi? Ah, alors ça, c'est un podcast de qualité. Alors pour l'auditeur ou pour l'animateur, tu l'entends? J'imagine que pour les 2 en général, si c'est qualité pour, Ouais. pour les auditeurs, ça l'est pour le créateur. Bah, ça dépend parce que c'est une question qui est, je pense, un peu plus complexe que ce qu'on pense. C'est-à-dire que, hem, si tu es animateur et que tu n'écoutes que toi, que ce que tu as envie, tes envies, c'est bien, mais ça peut être aussi un décalage avec ce qu'attend, l'auditorat. Ouais, c'est vrai. Si tu ne fais qu'un podcast en fonction de ce qu'attend l'auditorat, tu vas aussi être moins aligné avec ce que tu as envie toi en tant que personne. Donc moi, pour moi, un bon podcast, c'est un podcast qui te ressemble, mais alors il y a plein de choses, il y a plein de paramètres dans un bon podcast. C'est un podcast qui te ressemble, qui touche les auditeurs, c'est-à-dire que tu arrives à mettre ta patte individuel, que tu sois, je suis assez exigeant sur ce point de vue-là, parce que tu sois unique en ton genre, que tu aies ta personnalité. C'est un podcast qui doit pas être trop redondant, qui doit être un peu fait à base de surprises. C'est un podcast qui évolue aussi, qui peut être en capacité d'évoluer. Alors là, je donne mes définitions à moi d'un bon podcast, hein, on est d'accord, hein. C'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que, et c'est un podcast qui agit aussi, qui se base sur une communauté très proche, qui est en mesure aussi de te dire quand ça va pas, quand tu es en train de dériver. Donc voilà, c'est un peu les points clés que je retiendrai de ce qui est pour moi un bon podcast. Après, en tant qu'auditeur, le seul podcast que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est Génération Do It Yourself avec, Mathieu Stéphanie.
et je me suis posé plein de fois la question pourquoi c'est lui que j'écoute tout le temps? Et je crois avoir trouvé la réponse, c'est qu'il a une vraie personnalité. L'animateur a une vraie personnalité, hormis le fait que tu apprends énormément de choses et cetera. Il y en a beaucoup qui lui reprochent de trop parler, il y en a beaucoup qui lui reprochent ceci, cela, mais en tout cas, la vraie force de ce podcast-là, c'est que Mathieu Stéphanie, c'est Mathieu Stéphanie et personne fait du Mathieu Stéphanie. Et pour moi, c'est un marqueur du fait que si ça me touche, c'est que ça d'ailleurs, c'est un des meilleurs podcasteurs, en France aujourd'hui, c'est pas pour rien. Si ça me touche, c'est que ça doit toucher le maximum de personnes et si ça doit toucher le maximum de personnes, c'est que ça doit être la vérité et pour moi, la clé de mon podcast, c'est la est-ce que tu as une personnalité? Est-ce que tu l'assumes avec tes défauts, avec tes qualités? Et c'est ce vers quoi je veux tendre moi. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai lancé mon podcast, j'étais très timide, très renfermé et cetera et puis en définitive après, quelques années, tu te rends compte que, bah, il faut prendre du recul, que les gens ils t'aiment ou ils t'aiment pas. S'ils t'aiment pas, ils t'écoutent pas. Mais que si tu n'es pas vraiment toi, tu vas avoir du mal à attirer, à fédérer les gens qui t'écoutent. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut avoir vraiment une vraie personnalité bien démarquée, quoi. Ouais, c'est intéressant. Justement, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton cheminement à toi, justement. Qu'est-ce qui fait ton unicité? Et comment est-ce que tu as réussi à mettre en avant, justement, ta personnalité? Comment tu as fait? Bah, c'est venu avec le temps, hein. Ouais, je vais pas te mentir, au début, d'ailleurs, je veux pas les réécouter parce que je veux pas me faire du mal. J'en suis à plus de 200 épisodes, je vais pas te mentir que les premiers ça doit être, compliqué. Mon cheminement, c'est ce que je viens de te dire, hein, ça a été le fait de prendre en compte, le fait de réaliser que la personnalité de l'animateur, elle est indispensable, et que, si tu pas toi-même, les gens le sentent. Si tu es trop crispé, les gens le sentent. Si tu malade, les gens le sentent. Si tu es, pas à l'aise avec l'invité, les gens le sentent. Si, voilà, il m'est arrivé de sortir des épisodes, où franchement, j'ai pas peur de dire que j'étais à 2 doigts de pas les sortir parce que j'y voyais pas réellement l'intérêt, parce que, bah, pour diverses raisons. L'invité était pas intéressant, moi j'étais pas dedans, ça peut arriver. Heu et c'est vrai qu'aujourd'hui mon cheminement, c'est soit naturel. C'est dur, hein, c'est dur de de se lâcher, en fait. Parce qu'en plus, on a cette pression de alors on n'est pas européen, hein, on n'est pas Radio France, on n'est pas mais malgré tout, on sait qu'on va être écouté, donc il faut essayer de faire, abstraction justement de ça, qu'on va être Mmh. écouté. Heu, Mon cheminement aujourd'hui, c'est, je veux être, moi-même, indépendant, dire ce que j'ai envie de dire, faire ce que j'ai envie de faire, traiter les sujets que j'ai envie de traiter, inviter les invités que j'ai envie d'inviter, hem et voilà et si tu m'aimes pas, bah, tu écoutes un autre podcast, il y en a d'autres, mais moi, c'est mon podcast et je fais ce que je veux, sur ce podcast. C'est un peu ça l'idée. OK, c'est intéressant. Une question justement sur les invités. Comment est-ce que tu choisis tes invités? Est-ce que tu te dis: «OK, j'aime bien cette personne-là, j'aimerais, écouter son témoignage» ou est-ce que ça va être plutôt, «J'ai envie de traiter tel sujet et quelle personne serait intéressante pour parler de ce sujet-là?» ou autre chose d'ailleurs? Alors, déjà, avant de répondre à cette question-là qui est assez précise, c'est dans mon podcast, j'ai, toujours, pris le parti d'avoir plusieurs angles d'approche de mes épisodes. C'est-à-dire que j'ai pas un seul type d'épisode. J'ai des épisodes, bah, comme tu fais là, hein, partage d'expérience. J'ai des épisodes, plutôt, techniques où je vais, inviter des professionnels de la santé et du sport. Et j'ai des épisodes qui sont un peu plus, réflexion sur, l'approche du sport, sur la psychologie et cetera. Donc c'est vrai que j'ai des épisodes aussi que je propose quand je suis à l'intérieur des courses, des épisodes un peu plus inside. Donc je veux pas d'uniformité, dans mon approche. Je veux surprendre. Je veux faire en sorte que les gens qui écoutent le LTP
soient surpris quasiment à chaque fois qu'ils écoutent un épisode. Ça, c'est vraiment, quelque chose que je veux garder. Après, comment je choisis les invités, ça va dépendre du sujet que j'ai envie d'aborder. Si par exemple, j'ai envie d'aborder le sujet, là, tu vois, actuellement, dans le milieu du travail, il y a une évolution sur la manière dont on doit s'inscrire sur les courses, avec, heu, l'abandon des certificats médicaux. Heu, Ça fait beaucoup parler dans la communauté du travail aujourd'hui. Ben, je vais chercher, des médecins du sport, qui étaient, obligés de signer des certificats médicaux pendant des années et qui aujourd'hui, ne le sont plus. Je vais chercher, des personnes de la Fédération française d'athlétisme qui ont mis en place ce système-là, et cetera. Donc voilà, après en ce qui concerne les épisodes plus partage d'expérience, hem, j'essaie d'aller chercher des gens qui me parlent. Je vais pas aller chercher des gens parce qu'ils ont, 18 000 followers sur Instagram. Ça m'intéresse pas. C'est vrai qu'en tant que podcasteur, ça pourrait être la solution de facilité. C'est ce qui permettrait éventuellement heu, de faire grandir ta communauté plus rapidement. Parce que s'il suffit qu'un follower qui a cin un instagrammeur par exemple qui a 100 000 personnes, qui le suit, repartage ton épisode, tout de suite, c'est pas pareil, hein. Alors je dis pas que j'ai jamais fait, je l'ai fait, hein. Il y a des gens très intéressants, dans le milieu du travail qui ont beaucoup de followers et qui sont intéressants à, mmh, à interviewer. Par contre, c'est pas voilà, c'est pas un critère de choix. Heu, Après, sur le type d'invité que j'ai en format interview, c'est vrai que c'est plutôt en majorité, c'est plutôt des athlètes de trail, élite. Ça, c'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de gommer un petit peu, au fur et à mesure. J'essaie d'inviter des personnes un peu plus, du milieu de peloton, on va dire. Mais c'est vrai que, et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est une particularité, que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon là, ça va peut-être faire penser à un manque d'humilité encore une fois, j'en suis désolé, mais c'est vrai que les personnes que j'invite qui sont pas forcément connues ou qui sont pas forcément habituées à s'exprimer, au micro et cetera, bah, ça leur met une certaine pression et souvent, les épisodes sont pas de qualité parce qu'il y a trop de tension, trop de pression. Heu, Encore une fois, je répète, je suis pas je travaille pas à la radio, hein, il y a pas des millions de personnes qui m'écoutent, mais le podcast est assez connu pour que la personne qui est invitée aujourd'hui se dise: «Ah, le LTP quand même, oui, c'est un podcast reconnu dans le milieu», donc voilà, les gens se mettent la pression et si on n'a pas des gens en face qui sont habitués à communiquer, bah, ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a tout un, voilà, j'essaie de faire en sorte d'inviter, le plus des personnes les plus diversifiées possible et avec une approche la plus diverse possible. OK. Et toi, comment tu vois, évoluer le LTP sur les années à venir? Comment tu aimerais le voir évoluer? J'ai ça fait sourire. Je dis souvent que j'aimerais, qu'il évolue pas. Alors qu'il évolue pas dans le sens, sur le tout du moins sur le format, sur la for je pense avoir trouvé la bonne formule. Heu, c'est un podcast qui doit surprendre, moi vraiment c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime quand je veux un podcast? Bon, mis à part Mathieu Stéphanie qui propose toujours le même type de contenu, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme podcast en face, dans mes oreilles, et ben, c'est un podcast qui surprend, qui n'a jamais le même format, qui est diversifié, avec une vraie personnalité, heu, de l'animateur. Bon, c'est ce que j'essaye de faire. Hem, Maintenant ce qui va devenir, vraiment je suis tout à fait sincère, j'aimerais qu'il devienne de plus en plus populaire dans le milieu du trail, sachant que le trail, c'est quand même un milieu qui est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de monde qui pratique du trail, l'UTMB passe sur l'équipe, on a des extraits, on a des articles sur les des quotidiens nationaux aujourd'hui, bon qui traitent souvent des questions de dopage et de triche, mais bon ça c'est un autre sujet. Hem, mais je pense que dans les années à venir, le trail va être un discipline de plus en plus reconnue et populaire et je veux être de plus en plus écouté, mais en gardant mon ADN d'origine. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui dont je t'ai parlé jusqu'à présent. C'est une communauté forte, qui me laisse mon indépendance, qui me remet à ma place quand j'en ai besoin et ça arrive, assez souvent.
Heu, donc voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai pas de prétention de jouer quelque rôle que ce soit et surtout, ce que je me suis rendu compte avec la, entre guillemets «popularité» du LTP, c'est que j'arrivais à avoir un impact sur la réflexion, sur la prise en compte. Là, tu vois, récemment, j'ai fait un épisode sur la chasse et le trail. Il a été assez, mal perçu, par certaines personnes et cetera. Mais je l'ai fait. J'ai fait un épisode sur l'automédication avec les anti-inflammatoires, ça a fait énormément réagir. J'ai fait un épisode sur le dopage dans le trail, on en avait quasiment, enfin, ouais, ça avait été très peu abordé dans les médias et, heu et ça a fait beaucoup réagir. Donc je veux aussi avoir un rôle à jouer dans l'approche, dans la réflexion, qu'ont les trailers, qu'ont les sportifs, de manière générale, tu vois? C'est avoir un vrai pourquoi, un vrai why, un vrai intérêt et puis aussi surtout et ça c'est le dernier point, c'est continuer à faire en sorte que, ça inspire des gens, que ça fasse réfléchir des gens parce que c'est vrai quand enfin, voilà, quand tu reçois, régulièrement des retours d'expérience, quelqu'un qui était malade, qui s'est appuyé, sur le podcast pour apprendre, pour se sortir de telle ou telle maladie ou d'aller chercher tel ou tel objectif il y a rien de mieux donc c'est voilà, conserver tout ça à la fois et rester moi-même, quoi. OK. Donc tu es également coach et cofondateur de Expert Sport Coaching. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet-là? Alors comme je te disais tout à l'heure, je me suis recon je me suis, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 2 ans à peu près. Donc j'ai quitté mon ancien travail, j'ai suivi une formation de 9 mois, un BPJEPS, heu pour être éducateur sportif et dans le cadre de cette, formation, j'avais un stage à faire et j'ai fait appel à Thomas Pigouat qui est un coach, bien connu dans la région, du Sud-Est et lui il avait lancé depuis des années, Expert Trail puis Expert Sport Coaching et donc heu, lors de ce stage, j'ai pu, avec, Olivier et Benjamin, commencer à faire du coaching, trail en club et cetera et puis on a commencé à monter des projets ensemble, et cetera et puis, en définitive, il s'est avéré que ça s'est tellement bien passé tous les 4 qu'en fait on a décidé de monter une société, pour mettre en commun nos forces, heu, sachant qu'on est principalement sur du coaching à distance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, on a décidé de d'accélérer cet aspect-là parce qu'on pense que c'est l'avenir, le coaching à distance. Heu, alors petit warning, mais le coaching à distance aujourd'hui se développe énormément. Il y a beaucoup de coachs, avec tous les moyens de communication, technologiques qu'on a aujourd'hui, les montres connectées, les cardio-fréquence-mètres, tout ça, ça permet, de donner des séances, à distance aux gens et d'analyser les séances en retour en fonction de leur compte Garmin, Suunto, Strava et cetera et donc ces méthodes de coaching à distance, elles sont de plus en plus légion aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde qui veulent être coach et il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir de carte professionnelle pour être coach, à distance. C'est considéré comme du conseil, du coaching de vie, comme du coaching de vie, par exemple. Et ça, nous, on trouve ça, absurde parce que c'est dangereux. Et donc on a décidé de faire en sorte vraiment de au-delà de ce qu'on propose nous en tant que coach, comme, on est tous, titulaires d'une carte professionnelle et au-delà de ça, on a décidé, donc ça c'est l'idée de Thomas, hein, Thomas Pigouat qui avait ça dans un coin de sa tête depuis longtemps. C'était d'être un espèce heu, de hub, d'endroit où tous les coachs professionnels qui le souhaitent, avec une carte professionnelle et qui veulent faire du coaching à distance, puissent nous rejoindre pour qu'on propose une solution, de qualité, quoi. Donc voilà un petit peu pour t'expliquer le principe de base de notre société. Mais après à côté de ça, on a du coaching aussi en physique où on coach des gros clubs de trail de la région. Donc voilà un petit peu le contexte, dans lequel je me suis, retrouvé dans Expert Sport Coaching qui aujourd'hui fait partie de mon activité principale. OK. Juste une parenthèse sur le fait d'obtenir sa carte pro. C'est quoi concrètement les différentes manières d'obtenir sa carte et
J'imagine qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y a peut-être des formations qui ont été mises à jour plus récemment que d'autres. C'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Alors tu as la formation, plutôt professionnelle, on va dire, par l'intermédiaire des BPGEPS, des DEGEPS et cetera. Hem, Ça, cette formation-là, elle te donne, une formation vraiment d'éducateur sportif plutôt orienté, salle, plutôt orienté, heu, après ça dépend le type de formation que tu choisis. Il y en a plusieurs, hein, il y a foot, il y a activité de la forme, il y a activité pour tous, il y a plein de BPJEPS qui te forment à différentes typologies d'éducateurs sportifs. Donc ça, c'est plutôt la voie professionnelle, on va dire. Ça, c'est des formations qui se font sur 9 mois, ou 12 mois. Ça te donne une carte, qui est délivrée par le ministère des sports. Après, tu as la formation qui est plutôt axée, université, où tu vas aller en STAPS. Tu vas faire, une licence, par exemple, et ça va être l'équivalent, licence en entraînement. Je connais plus exactement les termes exacts, mais ça te donne également la possibilité de prétendre à une carte, d'éducateur sportif. Et puis tu as les kinés aussi qui sont, potentiellement, qui peuvent être reconnus, comme éducateurs sportifs à partir du moment où ils en font la demande. Et puis, tu as la «dernière manière» entre guillemets, alors, les auditrices et les auditeurs, te feront des retours si j'en ai oublié, mais, il y a la dernière manière, c'est le CQP, certificat de qualification professionnelle. Et ça, c'est pareil, tu obtiens une carte d'éducateur sportif, mais avec des contraintes, alors là, qui ont été assouplies a priori, en termes de volume horaire, que tu peux faire. En fait, ce CQP à la base, ça a été plutôt fait pour une activité partielle. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que, dans un cadre de coaching, dans un cadre de on ne peut être rémunéré qu'à partir du moment où on a cette carte professionnelle, pour des raisons d'assurance et cetera, de RC Pro et cetera. Vous pouvez aussi être rémunéré si vous êtes, coach, bénévole par l'intermédiaire de ce qui se fait beaucoup dans les clubs aujourd'hui, c'est-à-dire, on va dire des petits arrangements, entre les clubs et les et les, heu et les coachs bénévoles. Ça se fait aussi. Mais légalement, si vous voulez être éducateur sportif, il faut vraiment avoir cette carte professionnelle, sinon, alors j'entends en physique, hein, sur le terrain. Heu, c'est un autre sujet, dans le coaching à distance et c'est bien malheureux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hem, pour revenir du coup sur la boîte, est-ce que tu peux détailler un petit peu les différentes, offres, les différents services que vous avez et à qui ça s'adresse, spécifiquement? Pourquoi les gens devraient venir vous voir, vous, justement, plutôt que quelqu'un d'autre? Hem, alors nous, déjà, comme je te disais, on fait du coaching, en physique, professionnel, sur terrain, avec des clubs de trail. Donc, on est bien chargé de ce point de vue-là, donc on a très peu de disponibilité, parce que, voilà, comme tu dois t'en douter, les créneaux de clubs sont toujours au même moment, hein. C'est souvent mardi, jeudi ou mercredi soir. Donc on est assez chargé de ce point de vue-là. On propose aussi parfois, des activités de coaching, heu, plutôt orientées, professionnelles dans les entreprises et cetera. Ça, c'est des choses qui nous arrivent. Heu, on est tous encore une fois, formés, professionnellement pour ça, donc ça on sait faire. Et puis, la majeure partie de notre activité, ça reste, comme je te disais tout à l'heure, le coaching à distance. Hem le coaching à distance qu'on propose, il a la particularité quand même, mis à part le fait qu'on est tous professionnels et donc, un gage de qualité quand même, de formation tout du moins, c'est de on l'appelle le coaching à distance proche de vous. Alors ça, c'est une idée marketing que j'ai eue. Voilà, je suis assez fier de cette idée-là. On en avait rigolé avec les associés, mais c'est vrai que c'est complètement ça, c'est le coaching à distance proche de toi, c'est-à-dire, on est loin, mais on veut faire en sorte que notre collaboration soit la plus proche possible et notamment par le biais de débriefing, hebdomadaires qu'on propose. Il faut savoir aujourd'hui que dans le coaching individuel, alors je vais un peu décrire, ce qui se passe, aujourd'hui dans le milieu notamment du trail, et de la course à pied et dans le cadre des coachings à distance. Beaucoup de coachs font, des plans d'entraînement à distance, avec peu de débriefing, peu de retours sur les séances. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, beaucoup dans le milieu. D'ailleurs, on récupère énormément d'athlètes qui ont ce profil-là, c'est-à-dire des gens qui ont été suivis par des coachs qui n'étaient pas réellement, impliqués
dans la relation, et c'est vrai que c'est des choses qui se font beaucoup, aujourd'hui dans le coaching. Il y a beaucoup, beaucoup de coachs et malheureusement, on constate que, ben, il y a certains coachs qui prennent énormément d'athlètes, certains autres coachs qui mettent des tarifs exorbitants qui, de mon point de vue, sont pas forcément justifiés, même si on a une belle renommée. Voilà, ça me paraît quand même des tarifs qui approchent les 200 € par mois pour un coaching à distance. Je trouve ça quand même, exagéré. Donc, nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment cette notion de, communication, co-construction de la pratique, de la collaboration avec l'athlète, et ça passe par, justement ces rendez-vous hebdomadaires qu'on propose, un peu sous format Doctolib, hein. Si l'athlète, veut réserver un créneau pour débriefer sa semaine ou pour parler de sa future course ou voilà, pour poser des questions sur quoi que ce soit, ben, il prend son rendez-vous, comme Doctolib sur notre site, et puis on débriefe en visio. Sur la visio, on a la possibilité de le faire un partage d'écran sur, ce qu'on analyse de ces séances, pourquoi on a mis telle ou telle séance, et cetera. On est vraiment dans la co-construction, l'objectif étant quand même que, l'athlète qu'on suit, il soit, acteur de sa préparation, qu'il comprenne ce qu'il fait, et c'est ce qui manque beaucoup, je pense, aujourd'hui dans le milieu du coaching, et là, je tire un grand signal d'alerte, un grand signal d'alarme sur ça. Alors moi, je suis là depuis, 2 ans, hein, donc j'ai pas énormément de recul, mais c'est vrai que Thomas Pigouat, qui a été un des premiers coachs en France à faire ce type de coaching à distance, le dit, hein. Aujourd'hui, il y a une espèce de vague de coachs qui proposent du coaching à distance, et c'est, malheureusement, trop léger de notre point de vue sur, d'une part les qualifications, et d'autre part la considération que les coachs ont envers les athlètes. Et ça, c'est ce que nous, on ne veut pas, c'est-à-dire on veut, faire en sorte que nos coachs, que nous-mêmes, on soit dans une vraie co-construction, avec les athlètes au travers d'une vraie communication hebdomadaire. OK. Est-ce que tu peux détailler du coup, c'est quoi, concrètement pour toi on va dire un suivi de qualité, une prestation de qualité pour un athlète? Que ce soit autant au niveau de la planification sportive que, de la manière dont tu construis la collaboration? Alors déjà, l'intérêt particulier du coaching à distance, de ce point de vue-là, c'est que, heu, contrairement, alors je vais pas tirer à boulet rouge sur toutes les autres solutions, et elles ont certainement leur intérêt, et cetera, mais notamment sur les solutions qui sont plus, automatisées, voilà, qu'on voit un peu fleurir partout avec des programmes, un peu à base, d'intelligence artificielle notamment, qui font des plans d'entraînement, on va dire, avec quelques éléments qu'on rentre lorsqu'on télécharge l'application, et cetera. Pour moi, c'est bien, pour un début, mais ça a ses limites. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, par le biais de cette communication-là, on s'adapte à l'emploi du temps. Comme tu le sais, hein, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, l'emploi du temps de chaque personne dans le monde n'est pas fixe. Il y a toujours des impondérables, il y a toujours des imprévus, des rendez-vous, chez le médecin, qui n'étaient pas prévus, des rendez-vous pour les gosses, des rendez-vous pour telle ou telle raison, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important heu, dans la construction d'une planification. C'est déjà cette capacité à réagir assez rapidement aux imprévus. Heu, Nous, quand on a, un athlète qui nous appelle, et qui nous dit, «Bah, cette séance je pourrais pas la faire», qui nous envoie un petit WhatsApp, et ben, nous, on a la possibilité immédiatement de changer, la planification, de l'adapter en fonction de ces différents paramètres-là. Donc ça, c'est vraiment la 1re des choses à mettre en avant, c'est cette capacité à réagir assez rapidement. Après, la deuxième qualité pour moi d'un bon coach à distance, c'est hem, d'être capable de faire comprendre à un athlète, et c'est très vrai dans le trail, notamment dans l'ultra, que, un objectif est pas forcément judicieux, aussi. Heu, on est coach, on est pratiquant, on pratique tous l'ultra trail, le trail, la course à pied, depuis des années, et on est, aujourd'hui en mesure de conseiller quelqu'un, de lui dire que c'est l'objectif qui nous met en face, et c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est rigolo parce que c'est souvent, un ce qu'on a la sensation, nous, en tant que coach, c'est, on donne l'autorisation de. C'est assez particulier, c'est-à-dire que la personne vient nous demander conseil en nous demandant si, la,
l'objectif qu'il a choisi est en accord avec, bah, si on est d'accord avec ça, c'est assez rigolo de voir que on donne un blanc-seing à la personne, c'est assez particulier. Bon, bien évidemment, c'est toujours dans la communication et dans la construction, hein, mais il faut être capable en tant que coach de dire, là tu commences à ça fait 1 an que tu fais du trail, tu as, 3 heures par semaine pour t'entraîner. Moi je ne peux pas t'accompagner, dans la diagonale des fous, à la fin de l'année, ça marche pas. Heu, bon j'exagère, je grossis un peu le trait, mais c'est les choses qu'on voit. Donc voilà, ça c'est une vraie qualité de coach, c'est d'être capable de dire, d'aiguiller, et de pas promettre la lune à tous les athlètes parce que souvent parfois les demandes sont un peu saugrenues. Et après la dernière qualité que je mettrai en avant sur la qualité d'un coaching à distance, c'est vraiment de structurer, on est là aussi pour mettre en application nos connaissances, hein, qu'on a eues au travers de notre formation, au travers de nos différentes lectures, de nos différents backgrounds et on doit être nous en mesure de construire une planification cohérente, au travers de différents, en expliquant les cycles, les macrocycles, les microcycles d'entraînement et cetera pour que l'athlète puisse comprendre pourquoi il fait telle ou telle séance à tel ou tel moment de l'année. J'ai ouï dire, que parfois on a récupéré, des athlètes qui avaient des coachs qui leur donnaient, à peu près toujours le même type d'entraînement, peu importe l'objectif, que ce soit un ultra ou un trail court. Donc là, il y a un problème clairement, heu, c'est, heu, c'est pas normal d'avoir la même approche ou le même entraînement sur deux formats qui n'ont rien à voir sportivement. Donc pour ça, voilà, c'est faire en sorte que l'athlète qu'on accompagne, il puisse comprendre, et puis surtout aussi, s'il vient vous poser des questions, pourquoi? Être en mesure de lui donner une réponse, et si on n'a pas de réponse et si on ne connaît pas la réponse, être aussi en mesure de lui dire: «Non mais là, voilà, là je vais me renseigner, je ne sais pas mais voilà». Donc c'est tout ça, pour moi les qualités d'un bon coaching. OK. Pour rentrer un petit peu dans les coulisses maintenant, est-ce que tu peux, nous expliquer, globalement, combien de personnes travaillent sur le projet et quel est le rôle de chacun? Alors, on est 4 associés, dans la société. On a Thomas qui est le fondateur, initial, on va dire. Olivier, qui l'a rejoint un peu plus tard, et Benjamin et moi qui sommes arrivés en dernier. On a tous un rôle un peu différent, mais on se répartit un petit peu, les tâches. C'est-à-dire que, Thomas qui est, on va dire, un peu le rôle heu, qui fixe la direction, on va dire, puisque c'est lui qui a quand même créé la structure, initialement, tout du moins dans l'idée et dans l'approche. Donc c'est lui qui fixe un peu le cap, c'est lui qui chapeaute un peu l'approche. Moi, je suis quand même beaucoup axé sur la communication. J'aime bien la communication, notamment à travers de mon podcast, donc c'est vrai que c'est moi qui m'occupe quand même pas mal des réseaux, c'est moi qui m'occupe pas mal des différentes tâches liées à la communication, le blog, les articles de blog et cetera, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Olivier, lui, c'est, monsieur loyal, c'est, la personne qui, va s'occuper de toutes les, parties, un peu légales, un peu les contrats, les trucs comme ça, les relations avec les avocats, tout ça pour se faire conseiller, donc ça, c'est voilà, on l'appelle monsieur loyal. Et enfin Benjamin qui lui plutôt sur les parties, relations avec les athlètes. On a pas mal d'athlètes élites dans la team, qu'on accompagne et c'est lui qui s'occupe un peu de tout l'aspect performance, et la relation avec les athlètes élites et aussi la partie, un peu plus matérielle, quand on doit louer des chambres et cetera pour, quand on est en déplacement, voilà, c'est lui qui s'occupe un peu de tout ça. Donc on a tous, des qualités, des approches et un peu différentes, mais on essaie de se compléter. Puis on a une réunion, toutes les semaines où on échange, on fait les plannings, voilà, on échange. C'est une super aventure, ça se passe super bien et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. OK. Aujourd'hui, c'est quoi le principal challenge pour vous pour continuer à développer ce projet-là, justement? Hem, clairement, on a des grosses ambitions sur ce marché. Oui, c'est un marché, on va pas voilà, c'est clairement une ambition, commerciale, hein,
on veut être, un des, référents, du coaching à distance qualifié dans les prochaines années en France. C'est vraiment notre objectif premier. C'est on veut s'implanter comme étant, le service de référence des coachs professionnels qui pourront, s'appuyer sur nous pour lancer leur activité, pour accélérer leur activité, voilà, c'est vraiment ça. On veut être, on veut être vraiment c'est vraiment l'objectif premier, c'est être considéré et c'est ce qu'on essaie de faire au travers des actions de communication qu'on met en place. C'est vraiment être considéré comme la plateforme des coachs qualifiés, dans un milieu qui est un peu le western aujourd'hui. Voilà, on est au début du coaching à distance, il y a une énorme explosion des demandes. Beaucoup, beaucoup de coachs aujourd'hui, sont, hem, reconnus, par leur image, sont voilà et nous, on veut vraiment se positionner en tant que, en tant que plateforme, encore une fois, de coach spécialisés et professionnels. OK. Qu'est-ce qui vous freine le plus pour y arriver pour l'instant? Le temps. OK. Le temps parce qu'on a tous, on doit tous alors on doit tous vivre aussi de notre coaching. Donc on a quand même, on se limite volontairement en nombre de coachés parce qu'on ne veut pas, dégrader le service. Parce que, on entend des voilà, il y a on veut pas se surcharger, en athlètes pour faire «du chiffre» entre guillemets, on veut faire de la qualité. Donc c'est vrai que cette partie-là c'est une partie qui se fait en bureau, à distance, à la maison. Donc c'est vrai que, ça prend moins de temps que du coaching sur place, mais ça prend quand même du temps, sachant que nous, on propose du débriefing, hebdomadaire. Donc moi, par exemple, j'ai une vingtaine de débriefings en visio par semaine, d'une demi heure où on échange avec chaque athlète sur ce qu'il a envie. Donc ça prend énormément de temps, mais voilà, donc c'est le temps qui nous manque, c'est-à-dire, on veut accélérer, on accélère, on veut pas trop aller vite non plus parce qu'on veut que ça soit, naturel, on veut que ça soit, une croissance, maîtrisée, on veut pas se voir plus beau que ce qu'on est non plus, mais voilà, l'objectif il est là, hein, c'est encore une fois clairement être des référents de ce point de vue-là sur cette activité. OK. Pour conclure cet épisode, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. Mmh. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Oula, alors là, ça va te décevoir. Je vais pas te dire que mes seuls livres que je lis, c'est, Picsou Magazine, ça serait pas vrai. Les seuls livres que je lis, c'est les livres sur la science de l'entraînement, et c'est un livre qui nous, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il y en aura peut-être dans l'auditoire. C'est un livre qui fait référence chez nous, qui fait aussi parfois un peu débat, mais qui nous a beaucoup touchés avec les associés. C'est Up, UP. C'est un livre, qui a été alors j'ai pas les auteurs sous la main, mais vous allez voir sur internet, vous tapez Up, c'est un livre consacré à l'entraînement, ils ont fait un parallèle entre le trail et le ski de rando notamment ou le backcountry, et c'est un livre qui, de mon point de vue aujourd'hui, dans le cadre du trail, est un des livres les plus aboutis, en ce qui concerne la science de l'entraînement. Il y a des choses qui sont effectivement à questionner, mais malgré tout, dans l'approche, c'est quelque chose qui nous a vraiment, marqués et qu'on utilise d'ailleurs énormément, avec, les coachs qui nous rejoignent on les encourage vraiment, vraiment beaucoup à lire ce livre-là, dans le cadre de l'accompagnement sportif et notamment du trail. OK. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Wouah! Oh, c'est une question de fond ça. C'est pour ça que je la pose à la C'est fin. une question philosophique. Quel est le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi? J'aimerais laisser le souvenir de quelqu'un heu, de quelqu'un de gentil, qui a eu un impact à son petit niveau sur, le monde qui l'entourait. Hem, J'aimerais laisser le souvenir de quelqu'un qui a fait, avancer les choses. J'aimerais laisser le souvenir de quelqu'un qui s'est occupé des gens. Heu, voilà ce que je peux te répondre. OK. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Ah, petite anecdote de sport. Alors je vous préviens, ça va,
c'est une anecdote particulière, c'est la première qui me vient en tête, mais je peux pas ne pas la dire. Quand j'ai réalisé, quand j'ai fait mon ultra cette année en 2023 à Madère, heu, vers la fin de l'ultra, il y avait une petite partie de la course qui était un balcon au-dessus de la mer. Il y avait, peut-être, entre 50 et 100 mètres de vide et sur la dernière partie, je courais donc il devait rester peut-être 10 kilomètres avant la fin de l'ultra et je me suis aperçu qu'en contrebas du chemin, sur lequel j'étais, je courais, il y avait une lueur de frontale. Dans ma tête, immédiatement, je me suis dit: «Mais, voilà, c'est juste quelqu'un qui a perdu sa frontale». En passant à côté, j'ai commencé à regarder la frontale et puis j'ai entendu: «Oh!» j'ai entendu crier. Alors là, je me suis, arrêté immédiatement et bon, j'étais déjà bien fatigué, ça faisait plus de 20 heures que j'étais parti, heu et là, je me rends compte qu'il y a quelqu'un, en fait, qui avait glissé du chemin, qui était tombé, dans un espèce de d'amas de ronces qui était, littéralement pendu au-dessus du vide, en fait, heu, au-dessus d'une centaine de mètres de hauteur. Donc en fait, à ce moment-là, il y a un autre concurrent, je crois qu'il était américain qui arrive. On a réussi à le faire sortir de là en utilisant nos bâtons. Donc on l'a fait sortir de cet amas de ronces. Il était un peu quand on l'a fait sortir, il était un peu estomaqué. Je pense qu'il a pas bien pris conscience de ce qu'il avait fait. Clairement, s'il faisait la même chose, 3 mètres plus loin, il tombait, 100 mètres plus bas. Donc je pense qu'il a pas bien pris conscience et il nous a remerciés et il est parti. Voilà, donc anecdote un peu spéciale. Moi, quand je l'ai vu partir, je me suis dit: «Ah ouais, il est» et en plus, il a fini devant moi, hein. Ça veut dire qu'il avait une meilleure, voilà, il a fini plus fort, et c'est là que je me suis dit quand même que l'endroit où on était, c'était quand même assez dangereux. J'avais pas perçu, c'était la tombée de la nuit et donc je me suis dit: «Ouais, là, on a pris des risques, sur cette portion». Cette portion, du Mute, le Madère, Highland Ultra Trail est assez connue. C'est une portion qui est assez engagée. Et voilà, c'est une anecdote qui m'a marqué, qui me marquera. Moi, j'en ai plein d'autres, hein, parce qu'en passant du temps en montagne, heu, des rencontres avec des chamois, des rencontres, voilà, on en a souvent. J'ai été nez à nez avec un cerf une fois aussi, ça c'est un grand moment de bonheur. Voilà, j'en ai plein, mais c'était celui-là, que je voulais te partager, que je voulais vous partager. Bah, je te remercie pour le partage et bah, écoute, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Avec plaisir. Pour terminer, quels sont les liens sur lesquels, les auditeurs peuvent te retrouver? Alors, vous pouvez retrouver, alors dans un premier temps le podcast, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres, sur Let's Trail Podcast, donc LETS Trail, TRAIL podcast. Et puis d'un point de vue un peu plus professionnel, vous pouvez, aller, voir tous les services que l'on propose dans le cadre d'Expert Sport Coaching, à www.expertsportcoaching.com. Et puis vous pouvez me suivre aussi, si le cœur vous en dit, à titre perso, à Nicolas Guilleneuf, Guiheneuf sur, Facebook, LinkedIn, Strava, Instagram, tous les moyens que vous voulez. Ça marche, je mettrai tous les liens en description. Bah, sur ce, je te souhaite, une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Elodie, moi je te souhaite tout le meilleur pour ton podcast, ton projet, que ça te comble de joie, de bonheur et pourquoi pas de réussite. Et en tout cas, crois en toi et c'est une belle aventure qui s'offre à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.